Alors bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour ce live. Je vais vous partager mon écran. Donc sur le replay, il est déjà partagé, mais je vais vous le partager de suite sur le Meet. Voilà, normalement ça devrait arriver d'ici peu. En attendant, je vais aller, lancer les challenges que je voulais vous montrer. Et réaliser devant vous. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'une vulnérabilité dont on parle peu généralement, mais qui est très intéressante parce qu'elle permet de faire énormément de choses quand on sait l'exploiter. Bon, vous entendez souvent parler de XSS, de CSRF, de brute force, de choses comme ça. Mais il y en a une voilà, qui est un peu moins exploitée parce que souvent elle est un peu plus touchy à détecter. Mais elle n'en reste pas moins dangereuse. Donc je vais lancer Docker pour pouvoir instancier le challenge. Hop, hop. Cette vulnérabilité, elle s'appelle la race condition. Euh, donc la race condition, elle peut vêtir plusieurs types. Euh, En fait, une race condition, ça peut se matérialiser de plusieurs manières. En gros, il faut comprendre que les données sont stockées en base de données en général, où les données sont stockées en base de données dans un fichier, dans la RAM, peu importe, et elles sont accédées en lecture, en écriture. Je ne vais pas dire suppression parce que c'est la même chose qu'écriture, c'est juste qu'on va écrire des zéros dessus, mais elles sont accédées en lecture ou écriture. Euh, et en fait, parfois c'est pas le même process qui va y accéder ou c'est pas le même thread qui va y accéder. Et parfois la donnée va être lue, écrite, et en fonction du timing, on va pouvoir avoir un impact sur le résultat, sur la manière dont elle va être lue, la valeur qui va être ensuite lue puis transmise à un autre système, à une autre application, ou qui va être restockée ailleurs, d'accord. Et c'est là que vient jouer la race condition. Euh, Imaginez que, je pense que vous avez déjà eu plusieurs fois ce cas de figure, on a deux applications qui sont connectées à une même base de données. C'est pour ça qu'en général, on ne fait pas ça. En général, on a une application, une base de données. Et si on a deux applications qui ont besoin des mêmes données, bon, elles vont s'appeler entre elles pour se mettre à jour et se synchroniser. Mais on ne va pas laisser deux applications toucher à la même base parce que on va souvent avoir le problème d'une application qui va venir écrire la donnée et de l'autre qui va venir la lire. Et si on veut vraiment de la donnée cohérente, au moment de la lecture, il faut s'assurer qu'il ne va pas y avoir une écriture dans les millisecondes ou les secondes à venir. Ce serait dommage parce que si il y a un changement de mot de passe, s'il y a un changement de valeur, d'accord, donc là on est sur on est sur voilà, une simulation d'appli bancaire. C'est assez rudimentaire, hein, je vous dis, si vous êtes chez une banque et qu'elle a cette interface là, changez de banque. Mais là c'est un lab, hein, c'est juste un lab pour faire l'exercice. Euh,
Donc, en gros, on comprend que c'est deux opérations qui se marchent dessus, et c'est celui qui arrive en premier ou celle qui arrive en premier. En fonction de celui qui arrive en premier, on n'obtient pas le même état, d'accord? Par exemple, on a un solde de 100, ok? Euh, on a deux retraits de 80 qui arrivent quasi en même temps. Admettons, chaque opération, elle va lire 100, elle va se dire, ok, je peux décrémenter le compte, et ensuite elle va écrire 20. Le résultat, c'est qu'on a autorisé deux retraits, alors qu'il y a qu'un seul retrait qui devait être possible. Euh, En code, de manière moins financière, et choses qui vont vous parler aussi pour les développeurs et les développeuses. Euh, Admettons, on veut voir si le fichier n'existe pas, je le crée. D'accord? Donc, je veux créer un fichier, sauf s'il existe. Donc, il y a deux threads. C'est quoi un thread? Donc, quand on a un programme, en général, le programme, c'est. Il faut voir ça comme un processus, comme un process qui est un peu comme une ligne qui va exécuter des actions les unes après les autres. Euh, et on peut avoir cette ligne. Par exemple, ça c'est vraiment propre au processeur. C'est parce que comme les processeurs sont multithreadés, ça veut dire qu'ils ont plusieurs cœurs. Thread processeur image. Je vais vous montrer un petit exemple, ça va vous parler. Euh, voilà par exemple. Open in new tab, il est pas mal celui-là. C'est quoi un thread? Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Donc ça, par exemple, ça c'est un processeur qui va pas avoir de l'hyperthreading, ça c'est un processeur qui va avoir de l'hyperthreading. Bon, c'est intéressant de le voir parce que du coup vous voyez la séquence. En fait, un processeur, il ne fait pas qu'une seule action à la fois. En général, il a plusieurs corps, plusieurs cœurs, et il va pouvoir faire plusieurs actions simultanées. Ce qui fait que on va avoir deux actions qui vont toutes les deux avoir deux rôles, deux objectifs, modifier, écrire de la donnée, envoyer telle instruction, peu importe, whatever. Si ces deux threads sont envoyés en même temps, vous comprenez bien qu'on va avoir un problème pour des choses de type je crée le fichier s'il n'existe pas. Parce qu'on va avoir un thread. Si par exemple on fait ça avec un thread qui va lire le fichier s'il n'existe pas, et l'autre thread qui est censé faire exactement la même chose, bah pendant que lui va aller lire le fichier n'existe pas, il va se préparer à aller le créer. Lui, il aura déjà lu que le fichier n'existait pas, et il était déjà en train de le créer, il le crée, et au moment où lui va essayer de le créer, en fait il existe déjà, d'accord? Et potentiellement lui, il aura eu le temps d'écrire des choses entre deux. C'est ça une race condition. Pourquoi c'est dangereux? Parce que finalement, on peut bypasser des choses avec ça, d'accord? On peut bypasser des authentifications, des quotas, des quotas qui se décrémentent ou qui s'incrémentent et qu'on demande à ce qu'on ne dépasse pas de telle valeur, ce qui permet de faire de la double dépense, par exemple, très connu notamment sur Bitcoin. Pour ceux qui ne connaissent pas le problème de la double dépense sur Bitcoin, c'était comment s'assurer que on ne puisse pas euh, faire de double dépense sur Bitcoin avec, voilà, si on a, je sais pas, je dis une bêtise, un Bitcoin, je vais envoyer ce Bitcoin à une autre adresse, comment je fais en tant que système, d'accord, comment je fais pour m'assurer que la même personne qui possède ce Bitcoin, elle va pas être en capacité de demander au système d'envoyer un Bitcoin à telle adresse et un Bitcoin et le même Bitcoin à une autre adresse. D'accord? Ça, c'est un problème qui a été résolu dans la blockchain Bitcoin. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais vous pouvez aller regarder. Hein, double dépense Bitcoin solution. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. Comment on a fait ça? Bah voilà, c'est par exemple le partage de la blockchain à travers plein de nodes, et le fait qu'une transaction, on va pas vraiment la valider, on va pas la considérer comme valide au bout d'un bloc. En général, on va attendre qu'il y ait 2 blocs, 3 blocs, pour s'assurer que tous les nodes se soient synchronisés et se soient mis d'accord, et que si jamais il y a deux transactions sur la même valeur qui avait été sur la même adresse qui avait été initiée
alors que les fonds ne sont pas disponibles, bah, il y a une transaction qui ne va pas être acceptée, d'accord? Ce qui fait qu'on va insérer qu'une seule transaction dans le bloc, donc le Bitcoin va partir sur une seule adresse et pas sur l'autre. Ce qui fait que au bout de 2-3 blocs, on est à peu près sûr, on est plutôt bien confiant que la plupart des nodes sont OK sur cette version de la blockchain et qu'elle ne va pas bouger, d'accord? Ce qui fait que on va pas se retrouver, par exemple, si j'accepte par exemple une transaction et que je la considère comme valide au bout d'un seul bloc, si la personne elle demande à redépenser ce bitcoin là sur le bloc suivant et que c'est un autre node qui a traité cette transaction et qui n'était pas sur le bloc précédent, d'accord? Donc il avait eu une espèce de schisme, il était parti sur une autre version de la blockchain. Après il y a bien une blockchain qui va ressortir comme la version de la blockchain la plus crédible, c'est en général la chaîne la plus longue. En fait, il va annuler de manière locale, donc lui, les transactions qu'il avait, sa version de la blockchain qu'il avait en interne, il va la supprimer et il va se caler sur la dernière version de la blockchain, donc il va aller télécharger les derniers blocs qui vont être traités par les autres nodes et il va se caler toutes ses prochaines transactions en fonction de ces derniers blocs. Bon, tout n'est pas blockchain dans le monde, heureusement, sinon il ne se passerait pas grand chose pendant 10 minutes. À chaque fois, il faudra attendre 10 minutes. Les blockchains ne font pas tout en 10 minutes, mais c'est vrai que ça ralentit quand même les process. C'est beaucoup plus long de gérer des transactions, que ce soit financières ou transactionnelles, juste de la data qui est horodatée. C'est beaucoup plus long à faire via une blockchain que via une base de données. Une base de données, c'est une application sur un système, en quelques millisecondes, c'est fait. D'accord? Alors que, en quelques millisecondes, ça peut être fait en moins de 10 à 20 millisecondes, alors que mettre à jour des données à travers le monde via une blockchain, en général, ça met près d'une seconde. Voilà, on peut pas s'assurer que tout est bien synchronisé, même si la plupart du temps ça peut durer moins d'une seconde. Il y a toujours un moment où ça va durer un peu plus parce qu'il va y avoir un problème de synchronisation. Ça permet quoi? Finalement, les race conditions, pour revenir là-dessus, ça permet de bypasser des authentifications, des quotas, comme je disais, de la double dépense ou double utilisation d'un coupon, ok, pour un coupon de réduction, par exemple, ou accès à un fichier, et le fichier il change entre deux, et du coup on n'a pas la valeur exacte à laquelle on s'attendait, la valeur finale du fichier. Comment on peut corriger ça? Bah, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut se faire, par exemple pour les threads, ça se fait avec des mutex. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais pour vous donner une analogie, et c'est ce qui se fait sur les bases de données, quand on a deux applications ou deux processus qui accèdent à la base de données, à une même base de données, on va mettre en place des locks. D'accord? On va faire en sorte que le process qui accède à la base de données, au moment où il demande l'accès, la base de données va se bloquer et va laisser l'accès uniquement au process en cours. Le process va lire, écrire, et ensuite le process, une fois qu'il a terminé son travail, là il va demander le déblocage de la base de données. Donc ça a plusieurs problèmes en général, c'est qu'on a de la latence parce que il y a plusieurs mécanismes avec ça, mais si admettons que le process pendant qu'il écrit sur la base de données il plante, la base de données elle va rester bloquée. Bon, il y a des process sur la base de données qui font que au bout de X temps qu'elle n'a pas reçu de signal de déblocage, elle va se débloquer automatiquement. Bon, alors là, ça amène un autre problème. Imaginez que le process, pendant qu'il voulait écrire sur la base de données, il a pris plus de temps que prévu, il n'avait pas terminé son travail, la base de données se débloque, laisse un autre process venir écrire dedans, donc se bloque pour cet autre process, alors que le premier process, lui, était en train de faire des transactions encore dessus. Et il continue d'essayer d'en refaire. Et là, on se retrouve avec ce process-là qui n'y arrive pas à réaccéder à la base de données alors qu'il était en train de faire des modifications dessus et qu'il l'avait bloqué. Bon, vous voyez un peu le bazar. Et quand on a plein de process qui font ça, admettons 10 process qui accèdent à une même base de données, imaginez bien le bazar que ça peut faire. Parce que bien sûr, il y a des applications qui accèdent à une base de données une fois toutes les 10 secondes, 10 minutes, il y a des applications qui accèdent en continu sur une base de données. Il y a des applications qui font que écrire, lire dans des bases de données et elles reçoivent des tas et des tas de transactions, d'appels API par seconde. Ok. Euh, Comment on peut faire ça aussi? On peut avoir des gestions avec des opérations atomiques
c'est-à-dire on va comparer, faire des swaps ou faire des incréments très faibles, c'est-à-dire qu'on va éviter, par exemple, de décrémenter de 80 € un compte, on va pas le faire, on va plutôt accepter, s'il y a 100 € sur le compte, on va accepter de décrémenter d'1 € ou de 10 €. Voilà. Bon, ça a d'autres problèmes, surtout des problèmes métiers, parce qu'en général, les personnes, ils veulent vider leur compte, on va pas leur demander de le faire en 10 fois, d'accord? Ça, c'est un exemple, hein. Ou bien, on va aussi éviter euh, les actions de je vérifie puis j'agis. En général, c'est le genre de processus qui bloque la data. Si on a plusieurs process qui bloquent les process, si on a plusieurs process qui accèdent à une même valeur. Ou bien sinon, la chose la plus simple, hein, pour éviter les race conditions, c'est d'avoir un seul process, un seul thread qui fait une action qui accède à un seul endroit, à un seul fichier, une seule base de données, une seule data, source de données à la fois. Il n'y aura pas d'autres process qui vont interagir dessus. Et si d'autres process veulent interagir dessus, elles vont appeler le process qui interagit avec la data. C'est-à-dire que pour vous la faire simple, une API qui écrit et qui lit dans une base de données, ben, si on veut mettre à jour des choses dans la base de données, on ne va pas appeler la base de données directement, on va appeler l'API qui, elle, entre 2-3 écritures, lecture pour son propre métier à elle, elle va aller de réceptionner la demande qu'elle reçoit sur son endpoint, aller lire la base de données, la renvoyer et ensuite reprendre son travail. D'accord? Donc ça évite tous ces problèmes de race condition. Donc, on veut exploiter une race condition, on est là-dessus, ben, c'est toujours le même process. On va venir analyser ce que l'on a face à nous. On va, avant d'analyser, pardon, c'est vrai que je fais un peu vite, on va identifier la surface d'attaque. Donc on va regarder ce qu'on a dans notre page, on va regarder le header, le main, on va regarder comment est composé. Donc là c'est du web, hein. Voilà, la surface d'attaque n'est pas la même entre une application web, un soft, etc. Une application desktop. On voit qu'on a un script en JS ici. Super. Est-ce que je peux y accéder? Je peux y accéder. Bon, de toute façon, c'est du front. Il n'y a pas de secret là. C'est juste qu'on y accède. C'est plus simple. Voilà. Et là, donc, on voit comment fonctionne cette application front. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que le code n'est pas offusqué. C'est assez simple à lire. C'est plutôt sympa de la part du développeur. Donc, on va pouvoir aller lire ça. Ok. On voit qu'il y a une fonction update state, d'accord, qui fait un appel à state, qui reçoit la réponse en JSON et qui ensuite, en fonction de la réponse en JSON, va mettre à jour dans l'interface la donnée de la balise HTML user balance et target balance. Si target balance est supérieur ou égal à 200, on a des commentaires qui arrivent là, il ne se passe pas grand chose. Ensuite, on a function initiate transfer. Initiate transfer, document get by element ID, résultat RIA. Donc en fait, là, c'est une fonction pour initier un transfert. Donc, c'est pour mettre à jour. Là, on voit que ça met à jour la valeur du bouton, enfin le texte dans le bouton. Ensuite, que ça désactive les deux boutons. Et ensuite, ça fait un post sur /transfert avec de la data qui est reçu, Zen data success, result text content data message, ok. Ensuite, ça vient encore mettre à jour le user balance et le target balance. Et après, apparemment, il y a un flag qui est récupéré dans la data. Ok, bon, on va checker. Hein. On va checker. Et après, ça réactive finalement, après tous ces appels de transfert, ça réactive les boutons. Mais après, on peut reset après
l'état du lab. Ok, donc là, hop, on va regarder. Bon, apparemment, c'est pas la bonne manière de zoomer. Donc je vais virer ça. Okay. Target balance 0, user balance 100. Donc, on va retourner en arrière. Hop. Apparemment, on peut faire un transfert de 100 euros. D'accord, donc ça, c'est mon compte. Et apparemment, je peux transférer de l'argent ici. Donc là, il fait le transfert. Et apparemment, faut qu'il ait 200 pour reach le reward. Donc là, voilà, là, ça me dit que j'ai pas la capacité de faire des appels parce que j'ai plus d'argent sur mon compte, d'accord. Mais bon, là, il faudrait que j'ai 200 euros, 200 dollars pour pouvoir faire pour pouvoir débloquer ma récompense. Bon, je peux le reset, ok. Donc là, je vais recommencer, je vais essayer de cliquer fort. Et voilà, vous voyez que cliquer plus rapidement, mais vous voyez que comme le programme va à chaque fois désactiver tellement rapidement le bouton, ok, parce que je l'ai vu, hein, je l'ai vu que asset JS, je crois que c'était script.js. Voilà. Là, dès que je clique, voilà, dès que je clique, ça fait ça, ok, donc ça met le bouton en mode sending et après ça disable true le bouton. Donc vous voyez que en fait j'ai pas le temps, ça va beaucoup trop vite pour mes doigts d'humain, ça va beaucoup trop vite. Donc peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus rapidement que lui, et ça je vais pas le faire avec mes doigts. Peut-être qu'avec ça je peux essayer d'utiliser un script. Donc en fait je vais reset le game, je vais regarder, et qu'est-ce qui se passe? En fait je me rends compte simplement que là, si je fais un slash transfert, je vais retourner là, je vais retourner ici sur localhost asset js-script.js, je vais regarder là, et je vois que ça fait un appel à transfert là. Pardon, donc c'était un transfert sans le T, bien sûr. Ok, je vais regarder. Méthode not allowed. Donc en fait, ça, faut que je le fasse en post. Donc, je vais simplement, hop, prendre un nouveau terminal. Et je vais aller me craft une petite requête curl qui va me permettre de faire un transfert. Ok, donc là, je regarde simplement que je suis bien à 100, je lance la requête. Et donc là, si je recharge, vous voyez que je me retrouve bien avec 100 euros ici. D'accord, alors j'ai pas cliqué sur le bouton. Bon, je reset le game. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de les envoyer les unes après les autres, l'une après l'autre rapidement, d'accord? Et on va voir ce que ça va nous donner. Et là, je me retrouve avec insuffisante found pour la deuxième requête. Ok? Donc ça, c'est typiquement le cas où on se dit, là-bas, il y a une... comment dire? Il y a une race condition qui m'empêche d'exploiter... Enfin, il n'y a pas une race condition, il y a une sécurité qui m'empêche d'exploiter cette vulnérabilité.
peut-être qu'il faudrait que je le fasse encore plus rapidement pour envoyer ces deux requêtes simultanément. Ok? Et pas les envoyer l'une après l'autre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Quand je fais ça, c'est que j'attends que cette requête-là soit envoyée, puis ensuite que, une fois que je reçois le retour de ça, qu'on envoie celle-là. Donc ça, c'est typiquement le genre d'exploitation qu'on va devoir le faire un peu de manière tricky. Pourquoi pas faire un petit script Python pour le faire. Donc je vais faire je vais aller ici. Je vais aller dans le dossier directement. C'est des hop raise condition dans le dossier de mon parce que j'aime bien être organisé de mon voilà mkdir exploit. Voilà, c'est des exploits. Voilà. Je vais dans le dossier exploit, comme ça ce sera plus simple. Hop. Dans le dossier exploit qui est dans le qui est dans le dossier du challenge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais faire simplement un fichier main.py, d'accord, que je vais ouvrir. Ok. Et on va utiliser ce qu'on appelle les futurs. Les futurs, c'est en Python, même après dans plein de langages ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est l'utilisation des threads. Avant de faire ça, donc je vais faire un Python 3-m venv. Voilà, comme ça je vais lancer un venv. Ensuite je vais le sourcer. Donc là je fais un ps parce que c'est mon raccourci, d'accord. La commande ressemble à ça. Ok, donc source.venv.bin/activate. Donc ça en fait ça fait quoi? Ça va simplement aller sourcer le fichier qui est donc en fait le prendre en tant que source du bash. Bin. C'est pas après. Donc ça c'est activate, d'accord? Si on est sur Windows, on fait activate.ps1 PowerShell. Script PowerShell, là on le fait avec activate. Et en fait ça va simplement lancer un venv qu'on a dans notre prompt de shell un slash venv, ce qui fait que notre Python maintenant c'est un Python qui vient de notre dossier courant, de notre dossier venv. Voilà, donc maintenant je suis ici, je vais vouloir simplement faire un pip install de request pour pouvoir faire des requêtes. Et j'ai installé pip install request. Ensuite, bon bah on a notre script, on va venir faire notre petit import de request, et ensuite on va appeler la librairie system qui est tout le temps disponible. Donc from concurrent.future import, et je crois que le thread pool executor, on va prendre le as complete tid. Ok. Ensuite, on définit notre URL. Notre URL, c'est celle-ci, ok. Et notre URL, c'est celle-ci avec le transfert. Très simple.
Et notre payload, c'est notre charge malveillante qui, elle, en fait, on n'a pas de payload. Non, on n'a pas besoin du payload parce que parce qu'on a juste besoin de faire un appel à transfert. On a juste besoin de faire un appel à transfert. On n'a pas besoin de plus. Transfert. Ouais, on n'a pas besoin de plus. C'est juste transfert. Donc, là, j'ai mon URL qui est simplement mon URL pour transférer les fonds. Donc là, bien sûr, il faut que je reset le game. Et on va continuer. Donc là, je vais faire un reset. Je vais appeler mon... Comment dire? Je vais définir ma reset URL, ok, qui est égal à... je vais le format comme ça. Je vais simplement mettre URL ici slash reset, ok, transfert URL, là on va mettre la transfert URL, et là on va mettre le state URL pour avoir l'état, ok, et à chaque fois on a juste l'URL de base. Ensuite, on va vouloir définir combien de threads on veut. Nous, on est des bourrins, normalement on peut en faire que 2. Enfin, normalement on peut en faire 2. On n'en a besoin que de 2. Nous, ce qu'on veut, c'est faire deux envois pour arriver à 200. Bon, nous on va le faire. On va le faire un peu plus bourrin, comme ça on est sûr d'avoir peut-être 600 balles qui arrivent. Timeout seconde. On va demander un timeout. On va définir un timeout. Ce qui va nous permettre, vous allez voir, de gérer les délais. Et ensuite, on va simplement créer une fonction qui va nous aider, qui va simplement centraliser la gestion pardon, def, tout, j'écrivais ailleurs, la gestion de nos appels. Donc start event, là on va lui donner quoi? On va lui donner un threading.event, ok, et après on va lui donner un index. Voilà, on en est là. On va start l'event startvt.wait, ce sera plus simple. Ok, comme ça on va tous les faire partir en même temps. Et R est égal à, donc ma request est égal à request point post, et là on va lui donner l'URL sur laquelle on veut taper, ok, on va lui donner un timeout, le timeout assez court, qui est le timeout qu'on lui a donné. Hop, je précisais que c'est des secondes, comme ça ce sera plus clair, parce que ça peut parfois être des millisecondes, ça dépend de comment la fonction ce qu'elle attend. Ok, donc maintenant qu'on a ça, donc on a notre request, on va simplement lancer un try qui va aller nous return l'index et le statut status code, je crois que c'est ça, et la data en retour en format JSON.
Et si on a une erreur, except, si on a une erreur, exception, on va toutes exception, on va toutes les catch, peu importe le type d'erreur. On va faire ça, on va faire pareil, on va return i, et par contre on va retourner le statut code et on va se craft un JSON où on va simplement mettre le r.text pour avoir le retour de la fonction appelée. D'accord, le retour de la requête si elle a planté. Et pour avoir du coup le message d'erreur. Maintenant, on va faire un request.post reset URL, d'accord, dans notre main. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reset l'URL. On va reset l'état. Voilà, c'est comme si je faisais ça plein de fois. Ok. De toute façon, s'il est déjà reset, comme ça on s'assure qu'il soit reset. Ok. Timeout est égal à timeout en secondes. Ok, simple. Et ensuite, on va faire un start event encore qui est égal à un threading. Pourquoi il me le trouve pas le threading.event à chaque fois? Parce que je l'ai pas importé. C'est pour ça. Normalement, je suis censé importer aussi threading. Ok, donc threading event. Et je me crée un tableau vide qui va servir à stocker les résultats. Maintenant, quand on travaille avec les threads en programmation, en général, on arrive vite à la notion de pool. C'est quoi des pools? Les pools, c'est en anglais, en français, c'est piscine. En gros, c'est des groupes de threads qui va nous permettre de les traiter ensemble sous forme de paquets, d'avoir des retours groupés des threads. Donc, with thread pool executor. Là, en général, on lui donne le max. Enfin, en général, on doit lui donner un nombre maximum de threads qu'il peut avoir. Ça peut revêtir différents noms. Là, on lui donne ça s'appelle des max workers dans la documentation de thread pool executor. Je lui donne le nombre de threads que je veux avoir en simultané. Ok. Ok, donc là je le mets comme ça pour plus facilement y faire référence. Et donc là, je lui donne le tableau de X. Et là je submit. D'où ma fonction doTransfer. Start event et le i. Et en fait, c'est Futures qui va faire le travail d'aller donner à doTransfer. En fait, on lui donne la fonction et là on lui donne les paramètres de la fonction. Ok, parce que c'est Futures qui va définir le i. For i in range. Et là, la range, on a dit qu'il y avait max 6. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça. Vous voyez que parce que je peux me taper l'écriture de 6 partout. À tous les. Et devoir le changer si jamais je change le nombre de. Je change le nombre de threads en simultané. Maintenant qu'on en est là, on a toujours un exécuté. Ok. Ce que je fais pour exécuter, c'est que je fais un start event.set. Et là, ça va lancer l'exécution. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, donc il faut vous dire que là, en Python, normalement, le code s'exécute comme ça les uns après les autres. D'accord. Si on n'a pas fait ça, il ne va pas passer ici. Sauf que justement, l'intérêt des threads, c'est de pouvoir lancer ça. Ok. Une fois qu'on a lancé ça, on va pouvoir continuer en dessous. On va pouvoir continuer ici à écrire des choses. Par exemple, on va aller chercher le flag.
Pour l'instant, on n'a pas le flag, ok. Flag, hop, c'est le nul de Python. Voilà, par contre, ce que j'ai oublié, c'est d'ajouter for in as completed, de les ajouter au résultat quand ils sont terminés. Donc as completed, là je lui donne le futur. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement ajouter dans result .append le résultat des futurs. Les futurs, c'est les threads, hein, les résultats des threads. Hop, j'avais un problème si je fais ça. Voilà, donc là, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand je vais lancer ça, il va aller me chercher automatiquement, il va aller me faire des appels simultanés à cette fonction qui fait simplement un call à transfert. Donc là, moi, ce que je veux, c'est rapidement trouver un flag dans les réponses, parce que je suis allé lire le code source de l'autre côté. Donc, je vais aller parcourir les réponses. Data, in result, if instance data dict and data.get. Donc si dans le record de retour il y a flag, je vais aller flag est égal à data de flag, ok. Voilà. Et donc là, moi ce que je veux, c'est aller print la réponse, ok. Donc je vais aller print la réponse, donc ouais, je fais ça pour bien le remarquer. Response. Hop. Donc là, je suis censé avoir dans flag le retour de flag si je me retrouve bien avec un flag en réponse de retour. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, hop, for i status data in sorted result. Allez, je vais mettre une key. Ce sera plus agréable à lire. Hop. Et là, je vais mettre OK est égal à data.get. Donc success. If is instance. Donc ça c'est simplement pour s'assurer que la data est un dict. Et sinon il est égal à rien. Ok. Et je vais le faire pour du coup je veux le user b balance. Bon, je vais mettre user b, c'est bien. Bon, je vais mettre user balance, ça me coûte rien. User balance, if data est de dict, sinon rien. Et je veux le target balance. Je vais le récupérer dans la data aussi. Voilà. Et là, après ça, tout ce que je fais, bah, c'est un print tout bête. De f, donc pardon, f, je formate la string pour lui dire que ma requête, je vais dire c'est quoi l'index de ma requête, d'accord? Ça va être plus pratique pour le debug. Le status, on va mettre le status.
Ensuite, on va mettre success est égal à OK. Comme ça, j'ai si c'est un OK ou pas. User balance est égal à user balance. Hop. Et target balance est égal à target balance. Voilà. Et au passage, pourquoi pas, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, print le flag. Le flag, hop. Voilà. Je vais quand même le faire. If instance. Data. Le flag il était là. Ouais. If instance data flag. Dict. Sinon else none. Voilà, c'est très bien. Comme ça, bon, je sais pas pourquoi il m'a pas mis la colorisation syntaxique. J'ai dû me gourer sur une notation quelque part. C'est pas grave, je vais voir à l'erreur. Je vais voir. Voilà. Maintenant que j'en suis là, j'ai fait mon for, j'ai fait mon print. Je veux voir le final state, peut-être, pour avoir un état de l'état final. Donc j'avais mis le state URL, un timeout qui est égal à un timeout en seconde, .json. Comme ça, je vais pouvoir print final state, print hop, final state, ce sera plus simple à regarder. Et on va print le flag pour être sûr de bien print flag pour être sûr de bien l'avoir. Voilà, normalement il est au bon. Ouais, c'est peut-être bien d'écrire flag correctement. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, bon bah je peux simplement exécuter main et on va regarder ce que ça donne. Donc je fais un python main.py. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Donc là j'ai deux erreurs. File, donc main, ligne 62, def main, user, ligne 62. Missing un recurrent positional argument self. Ok, c'est peut-être. Est-ce qu'il faut pas que je fasse un if name? Non, normalement ça marche comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de le faire. If name est égal à. C'est quand même une bonne. Hop. Donc là, attends. Ligne 34. Start event.set. Donc là, je suis dans ma fonction main. Start event.set. Threading event. Je crois que ça c'est une fonction déjà. Ok. Les instances, oui. Et j'ai mal écrit les instances.
Euh, ok, request get is not defined. Oui, bien sûr que je veux dire request c'est ligne 55. Désolé, c'est des petites coquilles. Final, donc là il me dit quoi? Request JSON decode accepting value ligne 1. Donc là il me dit. Qu'est-ce qu'il me dit? Hop, on va se mettre là, comme ça sera plus simple à le dire. Ok, donc là déjà j'ai été 404. Pourquoi j'ai des 404? Pourquoi j'ai des 404? Transfert, state et reset. D'accord, state, reset. Donc là, il me dit quoi? Il me dit during handling, donc inline 63, most recent call, during handling, JSON décode. Donc là, il y a un problème de décodage. During handling, except value, line 1. Ligne 63. Donc là, c'est dans les réponses. Target balance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'ai peut-être une petite erreur là. Ok, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que j'ai mis transfert. Ouais, je pense que c'est ça le problème. Ok, voilà, c'était ça le problème. Donc là, vous voyez que j'ai fait. Ouais, voilà, c'est réglé. Donc le problème, c'était simplement que j'avais mis l'URL slash transfert, erreur bête, souvent comme ça. Donc, on s'est retrouvé avec le compte à 600 et là à moins 500, alors que tout à l'heure, c'était pas possible. Vous voyez? Et là, on se retrouve avec le flag ici qui s'affiche. Donc on voit qu'on a pu exploiter cette race condition en faisant de l'appel concurrent sur une ressource, d'accord? Parce que la gestion, de la partie check avant la vérification, elle se fait quand on est sur un thread. Alors que quand on appelle en simultané une API, d'accord? Les API, on se dit que de toute manière, elle va pas traiter. Comment dire? Elle va pas traiter le. Qu'en fait, elle va traiter les endpoints les unes après les autres, mais non, les API, c'est fait pour que ça traite des grandes quantités de données. Donc les API, c'est par nature, on appelle deux endpoints en même temps, c'est fait
pour pouvoir traiter les choses en parallèle, d'accord? Sinon les API, voilà, ce serait pas scalable, hein, il faudrait qu'à chaque fois le programme fasse son... en fait, le programme n'utiliserait pas l'entièreté des ressources, d'accord? Donc, en général, les API, elles traitent les données avec des threads, les API avec des gros volumes. Bon, bah, on peut exploiter ça. En fonction de la configuration en fonction de la configuration de comment est géré l'API côté backend, quoi. Voilà. Donc là, on a finalement simplement, vous voyez, fait un appel concurrent. Si j'en ai, allez, on va refaire un test. On va voir jusqu'où on peut aller, d'accord? Par exemple, si je mets pas 6, mais que je mets, allez, je sais pas, 20, est-ce qu'on pourrait arriver non pas à 600, mais à 2000 en target account? Et là, à moins 2000. Donc la banque va avoir un problème. Et ben, c'est bien le cas. On est bien arrivé à 2000 parce que notre API, et ça, c'est une API, c'est moi qui l'ai codé, le lab. J'ai pas codé une API qui traite les endpoints avec du threading. C'est des endpoints tout bêtes. App.root, et on met le endpoint. Voilà, c'est juste que Flask, lui, va faire en sorte de gérer rapidement les transactions sur les endpoints. Donc il va multithreader ça. Ben derrière, nous, on joue avec. Bien sûr qu'on peut désactiver le threading sur un API, c'est un sujet. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est de montrer que les race conditions sont possibles. Quand il y a des API avec beaucoup d'appels, voilà, on cible une API qui appartient à une entreprise qui a beaucoup d'appels, et que les personnes ont vu que, par exemple, ça se fait, hein, ça se fait très souvent. Les développeurs voient que simplement en activant le multithreading de l'API, ça augmente drastiquement euh, la, la, le, la capacité de traitement de l'API, ça réduit la charge du serveur parce qu'il est plus uniquement sur un processeur, un core processeur, mais sur plusieurs corps. Donc en fait, le serveur entièrement, dans sa totalité, va pouvoir en plus faire d'autres types d'actions, parce qu'il va plus avoir un processeur à 99% avec une API qui va très lentement, mais il va avoir un serveur avec 10 processeurs à 25%. Donc on va avoir une illusion d'avoir doublé, voire triplé la capacité de traitement de l'API et d'avoir en plus libéré 75% des ressources serveur parce que le serveur va pouvoir faire d'autres choses parce qu'il a 75% de processeurs théoriques en plus. Bon bah là, en exploitant le threading là-dessus, en exploitant les race conditions parce qu'il y a du threading là-dessus, bah on est en capacité d'aller modifier de la donnée en bypassant des restrictions métiers. D'accord? Et ça fonctionne aussi bien pour les authentifications, etc., etc. Voilà une race condition, voilà comment on l'exploite. C'est pas en faisant des clics comme ça, c'est pas en faisant plusieurs appels curl, c'est en allant taper un peu plus méchamment côté 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 multithread, en essayant d'aller comprendre comment l'application fonctionne, est-ce que je peux envoyer en simultané des requêtes ou non. Voilà, j'espère que cette exploitation de vulnérabilité vous a intéressé. On se retrouve mardi prochain pour le prochain live où j'exploiterai un autre lab. Euh, et sinon, je vous dis bonne fin de semaine, bonne fin d'année parce qu'on est le 30 et que demain c'est le 31 et que j'imagine que vous allez faire la fête. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de belles fins de fin d'année, que c'est pas terminé et que l'année 2026 sera une année que vous allez consacrer à la sécurité et pourquoi pas à votre montée en compétence sur la sécurité informatique. Et la cybersécurité en général, parce que la cybersécurité, ce n'est pas que de la sécurité informatique. Mais ça sera pour un prochain live. À la prochaine.